Bienvenue sur le podcast d'Agora, Demain de Bottes, pour assouvir votre curiosité de coopérateur engagé. Je suis Honorine, responsable communication au sein de la coopérative. Et quand je discute avec vous, les questions de transmission et de transition sont toujours présentes. Alors cette fois-ci, je prends mon micro, restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes et une dose d'inspiration pour naviguer dans ce paysage agricole en constante évolution. Dans cet épisode de Demain de Bottes, on a eu envie de prendre le temps de comprendre les tenants et les aboutissants des démarches carbone en agriculture. On en entend beaucoup parler, c'est un sujet presque universel qui touche tous les domaines d'activité. Et derrière le mot carbone, il y a des démarches complexes, des méthodes différentes dans lesquelles, vous le verrez, l'agriculture peut tirer son épingle du jeu. Pour en parler aujourd'hui, je suis avec Célie Lemoine, chargée de mission agroécologie chez Agora. Célie est aussi agricultrice en grande culture. Elle va donc nous apporter un peu ce double regard à la fois très technique et très terrain. Avec beaucoup de transparence, elle va revenir sur le contexte des démarches carbone lorsqu'elles sont apparues, sur ce qu'elle cherche à mesurer et aussi sur le pourquoi de ces démarches, malgré que ce soit un sujet un peu parfois difficile à palper. Alors que vous soyez agriculteur, acteur d'une entreprise qui s'interroge sur la compensation carbone ou simplement curieux d'y voir plus clair sur le sujet, cet épisode a été pensé pour vous donner des clés de lecture et je vous laisse dans notre discussion avec Célie. Bonne écoute. Bonjour Célie, bienvenue au micro de Demain de Bottes. Est-ce que pour commencer tu peux te présenter et nous dire où nous nous trouvons aujourd'hui ? Bonjour, donc je suis Célie Lemoine, je suis chargée de mission au sein de l'équipe agroécologie chez Agora. Je suis aussi agricultrice sur la commune de Reteuil, dans l'Aisne, sur une exploitation de grande culture tout à fait classique pour la région. Et aujourd'hui, nous sommes à Amblainville, on sort d'une réunion de restitution avec les agriculteurs qui sont engagés dans le programme Sol Vivant, sujet qu'on va certainement évoquer après. Oui, on va en parler. Pour nous mettre dans le bain, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours avant d'arriver chez Agora ? Alors j'ai une formation d'ingénieur en agronomie, j'ai étudié à l'ENSAIA à Nancy et puis j'ai commencé il y a un peu plus d'une vingtaine d'années dans les démarches agro-environnement et donc c'est ce que je fais depuis 20 ans, accompagner les agriculteurs sur la thématique agro-environnementale. J'ai commencé à la Chambre d'agriculture de l'Oise sur les bassins d'alimentation de captage, sur la thématique de la protection de la ressource en eau. Ensuite, j'ai travaillé pour la Chambre régionale d'agriculture sur la thématique éco-phyto et sur les programmes de développement agricole des chambres d'agriculture. Donc, c'était plutôt un poste de gestion de projet. Et puis, je suis arrivée chez Agora en 2020, au moment où les démarches carbone émergeaient. Oui, et donc tu dis les démarches carbone émergeaient. C'était quoi les démarches carbone il y a 6 ans ? Donc il y a 6 ans, on était confrontés à la mise en place des accords de Paris de 2015 pour lesquels tous les domaines de l'économie devaient mettre en place des choses pour répondre aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Et donc l'agriculture commençait à se poser ces questions-là et donc ces démarches ont émergé à ce moment-là avec des objectifs pour 2030 et 2050. Donc c'est là qu'on a commencé à travailler sur ces sujets, caractériser les émissions de gaz à effet de serre en agriculture, comprendre la capacité de l'agriculture à stocker du carbone dans les sols, et donc travailler sur cette question de compensation de carbone, c'est-à-dire améliorer le bilan et émettre moins de gaz à effet de serre et stocker plus de carbone. Très clair. Et ton métier aujourd'hui de chargé de mission agroécologie, tu peux nous expliquer en quelques mots à quoi ça correspond ? Alors j'identifie et je structure des démarches innovantes qui permettent d'accompagner la transition agroécologique de nos adhérents. Alors c'est un peu des grands mots, mais qui veulent dire que concrètement chez Agora, on est en veille sur les attentes de nos clients et sur les attentes sociétales. Ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre en œuvre des démarches qui ont du sens avec l'agronomie et avec l'objectif de production des exploitations de nos adhérents. On défriche les sujets de durabilité des systèmes agricoles. L'idée, c'est pas de mettre du joli vernis sur ces démarches, mais vraiment de déployer des projets qui ont pour objectif que les exploitations elles soient durables et pérennes et qu'elles fonctionnent. Ouais, et tu parles des sujets de durabilité des systèmes. Ça veut dire quoi concrètement ? Peut-être pour l'illustrer, tu pourrais nous donner un exemple concret ? Alors quand on parle de durabilité, on s'appuie sur des indicateurs, ce qui nous permet d'avoir des points de repère concrets et de pouvoir objectiver les sujets qu'on aborde. Quand on veut parler de durabilité, il faut commencer par choisir une méthode, s'appuyer sur une méthode
qui doit être cohérente pour les agriculteurs, cohérente pour les partenaires avec lesquels on travaille, et réalisable aussi dans sa mise en œuvre. Et donc, une partie de mon métier, ça consiste à tester ces méthodes et ces indicateurs pour valider le fait qu'ils soient pertinents et applicables sur le terrain. On peut prendre un exemple. Dans la démarche Sol Vivant, on utilise un indicateur qui s'appelle l'indicateur de carbone humifié, qui mesure la restitution de matière organique par les agriculteurs sur leur sol. C'est une information qui nous permet d'évaluer la fertilité du sol, donc c'est une information intéressante pour accompagner les agriculteurs dans leur pratique. Et pour la calculer, il faut identifier les apports de l'agriculteur, ce qui restitue à ces parcelles, les pailles, les résidus de culture, éventuellement les apports de matière organique. Et donc, quand on démarre une démarche type Sol Vivant, on collecte les données chez les agriculteurs, on vérifie que c'est cohérent qu'on arrive à les collecter de la bonne façon, qu'elles sont cohérentes par rapport aux calculs qu'on veut faire. Et puis, on doit aussi réfléchir au niveau de l'indicateur qu'on fixe pour qu'il soit réaliste par rapport aux pratiques que l'agriculteur peut mettre en place et qu'il soit réaliste aussi pour que l'agriculteur puisse aller mobiliser une prime filière par la suite. Voilà, donc cet indicateur-là, par exemple, il est vraiment intéressant parce qu'il nous permet de travailler à la fois avec les adhérents sur la qualité et de la fertilité de leur sol. Il nous permet de répondre aux attentes des industriels qui veulent pouvoir identifier une progression dans la démarche. Donc il est très cohérent avec l'accompagnement technique et financier qu'on propose aux agriculteurs. Et il contribue vraiment aussi à cette question de renforcement de la durabilité globale du système et de l'exploitation agricole. Ouais, donc là, on est rentré dans un exemple très pratico-pratique. Et je voulais savoir, si on prend de manière un peu plus large, comment une démarche de durabilité, elle arrive chez nous, qui t'appelle, quelles sont les étapes et par exemple, pourquoi on va choisir d'en faire une plutôt que l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer la démarche Alors les sollicitations, elles viennent de nos partenaires extérieurs. Alors c'est principalement les industriels de l'agroalimentaire, mais on peut être aussi sollicité par des acteurs hors alimentaire. Aujourd'hui, des banques, des organisateurs d'événements culturels qui veulent réfléchir à leur contribution ou leur compensation carbone. Donc c'est des acteurs qui ont tous des objectifs de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, donc qui souhaitent soit compenser leurs émissions, soit contribuer à des projets carbone au titre de leur politique RSE, soit agir sur leur amont agricole en achetant des denrées bas carbone. Donc ça, c'est plus spécifique des industriels de l'agroalimentaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand les industriels de l'agroalimentaire ils veulent travailler sur leur bilan carbone, ils vont travailler sur leur process industriel, sur leur fonctionnement dans leurs usines. Mais en fait, il y a une grosse partie de leur bilan carbone qui vient de leur amont agricole. Et donc, ils nous sollicitent pour pouvoir travailler sur l'amont agricole, sur les pratiques agricoles, pour atteindre cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a une première étape à faire avec eux qui est de caractériser un état des lieux, de faire un diagnostic sur les pratiques agricoles, ce qui nous permet aussi de définir les indicateurs qui serviront ensuite au suivi de la démarche qu'on met en place avec eux et qui portent généralement sur le stockage de carbone, les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi des indicateurs de pratique. On fixe avec eux ensuite des objectifs d'amélioration ou des niveaux à atteindre. Donc voilà, les objectifs qu'on se fixe, on les fixe ensemble. Et là, notre rôle, c'est d'apporter notre expertise agronomique pour vraiment identifier ce qui est réaliste et réalisable par nos adhérents. Et puis, on doit aussi travailler la question du financement avec nos partenaires. C'est comment on va soutenir ce projet de changement de pratique, comment on va pouvoir l'accompagner financièrement. Voilà, pour les agriculteurs, mais aussi comment on finance le travail de la coopérative. Et puis notre rôle, c'est aussi de structurer et d'organiser le déploiement terrain au sein de la coopérative. Donc voilà, comment on va mobiliser les équipes terrain, impliquer l'équipe technique et commerciale d'Agora dans la mise en place du projet. Bah oui, parce que si ça reste dans les bureaux, il va pas se passer grand-chose. Et on va l'aborder, le déploiement au niveau des équipes. Mais avant, je voulais savoir, une fois que le projet, vous l'avez construit et qu'il est validé, vous passez le bébé en quelque sorte. Donc ça passe du pôle agro vers les équipes commerciales et services. Pourquoi c'est pas vous, l'équipe agro, qui gardez le déploiement? Parce que les équipes commerciales et services, elles ont déjà plein de choses à faire. Pourquoi ? Alors, une fois qu'ils
une fois qu'on a construit un projet, effectivement, on le transmet aux équipes terrain. Alors, ça se passe avec plusieurs étapes, hein, c'est pas du jour au lendemain, c'est quelque chose qu'on construit un peu dans le temps. C'est important parce que l'accompagnement terrain des agriculteurs, il se fait avec les équipes techniques et commerciales, donc il se fait vraiment sur le terrain. Et la relation du technico-commercial avec son adhérent et ses agriculteurs, c'est la plus intéressante et la plus pertinente pour assurer un suivi efficace. On travaille aussi avec les techniciens agro-environnement du service OAD qui collectent aussi la donnée, qui structurent la donnée et qui permettent aussi aux agriculteurs d'aller mobiliser des primes et de rentrer dans ces démarches-là. Donc voilà, c'est très important d'avoir cette connexion au terrain. Ça assure aussi une continuité, on va dire, dans le quotidien des agriculteurs pour ces démarches-là. Et puis nous, au niveau de l'équipe agro, si on veut pouvoir avoir de la disponibilité pour faire émerger de nouveaux projets, on a aussi besoin de relibérer du temps. Donc c'est aussi pour ça qu'on transfère la démarche, pour pouvoir aller travailler avec de nouvelles thématiques, de nouveaux partenaires, de nouveaux financements. Alors on garde toujours un œil sur le déploiement de tout ça. On est toujours là en soutien aux équipes pour des questions parfois de cohérence technique, de cohérence des indicateurs. On regarde aussi comment évolue la démarche. Donc on suit toujours les projets qu'on a lancés, mais d'un peu plus loin. Et pour qu'on ait une idée de ce que ça représente en termes de volume chez Agora, ces dossiers et en temps passé, ça concerne combien d'exploitations aujourd'hui chez Agora ? Aujourd'hui, les démarches qu'on appelle démarches carbone chez Agora concernent à peu près 150 exploitations qu'on accompagne, sans compter les démarches Colzaba GES, le dossier Colzaba GES. Oui, parce que le Colzaba GES, du coup, là, on ajouterait une bonne centaine d'exploitations. Oui, aussi. C'est ça, une bonne centaine d'exploitations sur les dossiers Colzaba GES. Alors, le Colzaba GES, c'est un bon exemple de transfert, puisque quand il a émergé, l'équipe agro a apporté son expertise pour un certain nombre de paramétrages de la démarche par rapport aux pratiques agricoles, notamment sur le colza. Mais aujourd'hui, c'est un dossier qui vit sa vie avec les équipes services et les équipes qualité qui interviennent sur le sujet. Et donc, l'expertise du pôle agro intervient beaucoup moins sur ce sujet-là. Tout à fait. Et donc, aujourd'hui, je t'ai sollicité pour faire un podcast pour qu'on fasse un peu le panorama carbone chez Agora. Dans la dernière lettre info qu'on a envoyée à nos adhérents, il y avait un petit point sur les démarches carbone. Au mois de février, il y a eu le salon de l'agriculture où c'est un moment où on entend beaucoup de partenariats se signer, etc. On en entend parler à droite à gauche. Comment on fait, comment peuvent faire ceux qui nous écoutent pour faire le tri dans tout ça et comprendre les enjeux dans les 150 dossiers aujourd'hui là dont on parle chez Agora, par exemple. C'est quoi le panorama? Comment ça marche? Alors effectivement, toutes les exploitations qui ont une démarche carbone ne sont pas engagées toutes dans la même démarche. Alors, il y a plusieurs démarches qui existent et qui permettent de répondre à des attentes qui peuvent être aussi différentes chez les partenaires, qui peuvent aussi répondre à des objectifs différents de nos adhérents et des exploitations agricoles qui ont toutes des caractéristiques différentes. Donc chez Agora, on a volontairement diversifié les approches pour constituer un panel de démarches adaptées à des situations et à des objectifs variés. Alors on a 3 démarches carbone chez Agora. La première, c'est la démarche label bas carbone grande culture, qui s'appuie sur les référentiels français, dont l'objectif c'est de vendre des crédits carbone. Donc c'est une démarche pour laquelle on caractérise les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et le stockage. C'est converti en une unité qu'on appelle la tonne équivalent CO2. Ça nous permet d'avoir une unité de comptabilisation unique par rapport aux différents gaz à effet de serre, donc les 3 qu'on considère en agriculture, et d'avoir quelque chose qui est commercialisable. Un crédit carbone, c'est commercialisable. C'est chiffré, donc voilà, ça nous permet de pouvoir proposer ces crédits carbone à des acheteurs et de rémunérer les agriculteurs pour l'amélioration de leur bilan gaz à effet de serre. En termes techniques carbone, on parle d'additionnalité, c'est l'amélioration des pratiques qui peut générer une rémunération. Donc ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche qu'on a mis en place, c'est la démarche sol vivant. Qu'on a construit et développé avec Earthworm, qui est un des partenaires d'Agora.
C'est une démarche qui répond à des attentes de partenaires agro-industriels qui souhaitent acheter des denrées agricoles bas carbone, et donc qui s'appuie sur une palette d'indicateurs pour caractériser les pratiques. Donc là, on est plutôt sur une approche par niveau. Et donc, on vise à accompagner la transition agroécologique vers de l'agriculture régénératrice. On appelle aussi agriculture de conservation des sols. Voilà, c'est effectivement le même type d'objectif. Et donc, l'agriculteur, en fonction du niveau de pratique qu'il arrive à mettre en place, peut bénéficier d'une prime additionnelle à la tonne commercialisée. On a une troisième démarche qui s'appelle Regen Connect, qui est mise en place avec Cargill. Donc, Cargill, c'est un des clients d'Agora qui est mis en œuvre via Ceremis. Donc voilà, la commercialisation via Ceremis. L'objectif là, c'est de pouvoir caractériser des émissions de gaz à effet de serre et du stockage de carbone par rapport aux matières premières. Donc on fait aussi un bilan carbone qui s'appuie sur un autre référentiel, mais on passe toujours par un bilan carbone. Et l'agriculteur doit améliorer son bilan par rapport à un historique pour pouvoir bénéficier d'un financement. Et donc cette démarche, elle vise à valoriser la mise en place de leviers sur la réduction du travail du sol et sur les couverts d'interculture. Et donc voilà, c'est ce qu'on mesure aussi au travers de cette démarche-là. Voilà, donc pour essayer de résumer un petit peu, en fait, on a des démarches qui s'appuient soit sur une amélioration de pratique, soit sur un niveau de pratique à atteindre. Donc ça, c'est les caractéristiques différentes des deux démarches. Et donc, quand on veut accompagner un agriculteur sur l'une des démarches, en fait, on regarde quel est le niveau de transition déjà engagé par l'agriculteur, qu'est-ce qui est le plus pertinent techniquement et économiquement pour son exploitation. Voilà, et est-ce que ça matche avec le partenaire avec lequel on travaille pour la mise en place de cette démarche-là. Oui, parce que la différence, ça va être si l'agriculteur il s'est lancé dans une transition il y a 10 ans, ça va être plus dur de faire évoluer sur quelques campagnes, mais bon, il va déjà avoir un niveau de durabilité. Oui, c'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Et les démarches qui proposent une approche par niveau, elles permettent à des agriculteurs qui ont déjà engagé une transition et mis en place un niveau de pratique assez abouti, de pouvoir quand même bénéficier de primes, puisque en fait, ce qu'on regarde, c'est leur niveau actuel, et s'ils ont atteint les niveaux importants, ils peuvent bénéficier d'une prime. Voilà, on n'est pas tout à fait dans la même logique quand on cherche à accompagner une transition, une amélioration. Très clair. Et autour de nous, il n'y a pas que Agora qui travaille ces sujets-là. Comment se positionne le paysage carbone autour de nous ? Alors, il y a d'autres démarches dont on entend effectivement parler. Autour de nous, on entend parler de la démarche transition. Il y a aussi la démarche Covalo, qui est mise en place par PADV. Alors, c'est des démarches qui fonctionnent à peu près sur le même modèle que Sol Vivant. C'est des démarches qui utilisent des indicateurs pour accompagner la transition des agriculteurs et qui mobilisent des financements d'agro-industriels. Donc, le principe est le même sur toutes ces démarches-là. Alors, on ne met pas toutes les démarches qui existent en place chez Agora parce que il faut qu'on puisse rester lisible pour nos agriculteurs et à la fois pour nos partenaires. Si on met en place de trop de choses, on va plus savoir ce qu'on met en place, voilà. Et puis on peut créer une forme d'usine à gaz avec trop de dispositifs. Donc il faut qu'on reste lisible et cohérent dans ce qu'on déploie. Il faut quand même qu'on ait un panel suffisant pour répondre aux différents profils d'agriculteurs. Donc c'est pour ça qu'on a choisi d'avoir quand même trois démarches chez Agora. Et donc voilà, l'objectif c'est d'avoir quelque chose de cohérent au sein de la coopérative. Et voilà, on reste en veille sur tout ce qui se passe autour de nous, voilà, pour bien comprendre quel est le contexte de nos démarches. Là, je vais te poser la question à 1000 points. Parfois, on entend tous un peu autour de nous, selon les points de vue de chacun. Le carbone, c'est du vent. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à cette remarque ? Alors, je vais essayer de gagner les 1000 points. Alors, je conçois tout à fait que ces démarches-là, elles semblent assez théoriques pour un certain nombre de personnes. Mais voilà, nous, chez Agora, quand on échange avec un industriel ou avec un partenaire sur ces thématiques-là, on doit pouvoir montrer des choses concrètes. On doit pouvoir amener des éléments mesurables, comparables, objectivables. Donc, on doit poser un cadre. On doit définir des indicateurs. Alors, ça peut paraître un peu complexe parce qu'en agriculture, on travaille avec du vivant. Et donc, faire entrer du vivant dans un cadre, c'est pas toujours simple.
On a une grande diversité de situations, mais malgré tout, voilà, on a besoin d'écrire ces pratiques. Ça nous permet aussi d'avoir des éléments pour faire reconnaître le travail des agriculteurs, l'évolution de pratiques, la pertinence de leurs itinéraires techniques. Et sans ces outils-là, sans ces indicateurs, ces calculs qui peuvent sembler un peu théoriques, ça serait pas possible d'aller chercher du financement, ça serait pas possible d'engager une filière et d'avoir les éléments pour caractériser cette évolution de pratique. Donc voilà, ces démarches-là, elles nous permettent de travailler avec la filière et on a besoin d'emmener la filière avec nous pour accompagner la transition des pratiques vers l'agroécologie. Et donc voilà, ça peut être théorique, mais c'est des outils dont on a besoin pour accompagner cette transition agroécologique. Oui, parce que toi, tu es agricultrice. Donc d'un côté, tu travailles dans les démarches donc, d'innovation agricole. Ce qui est intéressant, c'est aussi d'avoir ton double regard par rapport à ça. Quelle est ta conviction, Célie, par rapport à ces démarches? Avant, on ne le faisait pas. Maintenant, on se met à le faire. C'est important pour la transition, mais finalement, pourquoi? Alors, il me semble que les pratiques agricoles, elles doivent être en évolution permanente. Depuis une bonne cinquantaine d'années, l'agriculture a suivi des transformations assez majeures dans les techniques qu'on utilise. Voilà, il y a des choses qui ont vraiment beaucoup changé depuis 50-60 ans. Et aujourd'hui, on commence à analyser l'impact que peuvent avoir ces changements. Et on constate qu'on peut toucher certaines limites. On a des problématiques de salissement de parcelles, par exemple. On peut avoir des problématiques d'érosion. Des problématiques de perte de fertilité des sols et peut-être de fragilisation des systèmes qui sont très productifs. Donc il faut qu'on puisse continuer à faire évoluer ces pratiques dans une logique de durabilité. Alors durabilité au sens pérennité des exploitations agricoles. Voilà, durabilité, c'est un mot qui est utilisé dans plein de contextes, mais là l'idée c'est vraiment de travailler la logique de durabilité des exploitations agricoles. Et il faut qu'on puisse trouver des leviers pour accompagner cette durabilité. Et donc, ces nouvelles démarches qui arrivent, ces démarches un peu innovantes, elles nous bougent, elles nous obligent à bouger, à travailler sur ces limites qu'on touche. Continuer être dans une démarche progressive, qu'on structure avec des actions concrètes et qu'on mesure. Voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, on fait plein de choses bien déjà, mais il faut continuer à les faire évoluer dans le temps, à les ajuster, à les faire évoluer. Et donc ces démarches nouvelles qui n'existaient pas avant et qui existent aujourd'hui, elles nous permettent d'être dans cette dynamique, de continuer à faire évoluer les pratiques. En allant chercher des partenaires, des financements, en pouvant travailler en collectif aussi sur ces démarches-là, parce que ça c'est important. Et cette ouverture des démarches carbone, elle nous permet aussi d'avoir un panorama plus large. Jusqu'à présent, quand on accompagnait les démarches agro-environnementales sur les exploitations agricoles, c'était assez agricolo-agricole. C'était plutôt du financement public. Voilà, on était vraiment au sein de l'agriculture. Et aujourd'hui, le carbone ouvre le champ des partenaires vers tous les domaines d'activité, tous les domaines de l'économie. Ça nous permet aussi de sentir que ces démarches-là, on les mène avec un élan plus général, en fait, avec l'ensemble du monde qu'on a autour de nous, d'aller chercher d'autres dynamiques, d'autres acteurs, d'autres financements. Donc voilà, elles sont intéressantes parce que ça ouvre une dynamique plus large dans l'évolution des pratiques agricoles. Et ce qu'on peut ajouter aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans la thématique carbone, donc l'agriculture, elle peut aussi tirer son épingle du jeu. L'agriculture, c'est un des seuls domaines d'activité avec la forêt où on peut stocker du carbone dans les sols. Elle a un rôle qui peut être assez central dans les stratégies climatiques des entreprises. Donc voilà, on a un vrai intérêt à aller travailler ces sujets-là. Voilà, et puis sur les démarches innovantes, voilà, pour moi l'agriculture a cette vraie capacité à se remettre en question, à se réinventer, à travailler en collectif sur des progrès techniques, agronomiques. Donc voilà, ces démarches-là, elles nous permettent aussi de valoriser cette capacité à avancer ensemble, agriculteurs, coopératives, partenaires, les filières, les territoires, sur des nouveaux projets et des sujets innovants. Oui, donc ça permet de remettre de l'agronomie en fait au cœur du sujet, mais de donner l'opportunité de justement faire bouger des curseurs
et notamment l'opportunité économique. Par rapport à l'économique, la rémunération, c'est une vraie rémunération ou c'est finalement une manière de dérisquer justement cette transition? Alors, oui, en matière de rémunération pour les démarches carbone, l'objectif principal, c'est d'accompagner la transition. Pas de créer une nouvelle source de revenus. Il y a 5-6 ans, quand les démarches carbone, elles ont émergé, je pense qu'on a tous à un moment donné pu imaginer que ça serait peut-être un nouveau revenu pour une exploitation agricole, un complément de revenu significatif. Et quand on s'est confronté à la mise en œuvre de ces démarches-là, on s'est assez vite rendu compte que c'était pas le cas. Aujourd'hui, les financements des démarches carbone, c'est pas un revenu additionnel durable, c'est un financement qui accompagne le changement de pratique. Et les primes qu'on arrive à générer et à verser à nos agriculteurs, ça accompagne l'investissement dans des nouvelles pratiques. Ça encourage la progression vers la transition agroécologique. Et voilà, aujourd'hui, ce qu'on attend de ces démarches-là, c'est des leviers d'accompagnement, mais pas une nouvelle ligne de revenus en tant que telle. Et on a dit tout à l'heure qu'on reviendrait sur l'accompagnement, notamment sur la partie ciblage. Je me demandais comment on cible les agriculteurs qu'on va accompagner dans ces démarches-là. Parfois, on peut entendre, on l'a dit, c'est 150 exploitations, on peut entendre autour de nous, ah ouais, mais moi, on m'a pas proposé, c'est toujours les mêmes, pourquoi moi, je suis pas dedans, ou alors, est-ce qu'il faut tous y aller? Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il faut comprendre par rapport à ça? Quels sont les raccourcis ou comment on réfléchit finalement? Oui. Alors, les premiers projets carbone qu'on a lancés, on a répondu à un appel à projet qui ciblait spécifiquement les jeunes agriculteurs. Donc, dans les premières démarches qu'on a mis en place, c'est naturellement ce critère-là qui a été un critère de ciblage. Après, d'une manière générale, quand on lance un nouveau projet, on démarre jamais avec 200 agriculteurs d'un coup. C'est pas possible de démarrer avec des gros effectifs d'un coup. Il faut qu'on commence avec des petits effectifs, ce qui nous permet de tester les démarches, d'ajuster les méthodes et de sécuriser le déploiement. Et donc, le ciblage, quand on démarre, il repose aussi beaucoup sur la connaissance terrain de nos technico-commerciaux pour choisir les profils les plus adaptés d'agriculteurs pour une démarche, choisir les agriculteurs chez qui ce sera le plus intéressant de mettre une démarche, parce que ça c'est aussi important en fait de solliciter des agriculteurs qui sont intéressés et chez qui ce sera pertinent de mettre en place ces démarches-là et qui ont la capacité de s'engager dans ces processus-là. L'objectif pour nous, c'est de massifier les démarches qu'on a pu mettre en place, donc de pouvoir déployer les démarches qu'on a initiées sur les 3 thématiques qu'on a pu évoquer, label bas carbone, Regen Connect ou sol vivant. Donc c'est dans cette phase-là qu'on souhaite rentrer aujourd'hui. L'un des facteurs limitants qu'on a, c'est les financements de nos partenaires. Aujourd'hui, pour nous, engager des agriculteurs sans rémunération, c'est pas pertinent. Donc il faut qu'on puisse avoir cet accompagnement financier pour continuer à déployer ces démarches-là. Et aujourd'hui, c'est peut-être un peu ça qui peut être un facteur limitant. On peut citer par exemple le marché des crédits carbone qui aujourd'hui est un marché saturé. On n'arrive pas à trouver de nouveaux acheteurs ou assez difficilement pour les crédits carbone qu'on a pu générer. Et donc ça freine un peu le déploiement des dossiers label bas carbone grande culture qui génèrent des crédits carbone, puisque si on n'a pas les financeurs en face, on n'emmène pas nos agriculteurs sur les démarches. Donc voilà, c'est pour ça que on cherche à faire connaître ce qu'on déploie chez Agora, se rendre visible, discuter avec des nouveaux partenaires. Donc on participe à des événements au sein du réseau de coopératives et du réseau professionnel. On a un nouveau partenaire, on vient de signer le contrat de partenariat avec Oclima, qui est un nouveau partenaire pour la commercialisation des crédits carbone. Donc même si c'est pas encore des gros volumes, ça donne des petites perspectives sur cette démarche-là, même si ça reste saturé comme marché. Et donc on continue à déployer, à chercher de nouveaux partenaires, et c'est aussi ça qui nous permettra d'emmener plus d'agriculteurs sur le terrain. Sur le ciblage, du coup, on dit on s'appuie beaucoup sur la connaissance des technico-commerciaux. Est-ce qu'il y a des choses aussi qu'on fait pour avoir un vivier de personnes qui peuvent être intéressées par ce genre de démarche? Alors,
Oui, chez Agora, on accompagne des agriculteurs dans les agroclubs ACS, donc agriculture de conservation des sols. Donc c'est de l'accompagnement à la transition de pratique pour les agriculteurs qui souhaitent partir vers ces itinéraires techniques-là. Et donc c'est des démarches qui sont très cohérentes avec les démarches carbone, hein, puisqu'on travaille beaucoup les couverts, le travail du sol. Et donc les agriculteurs qui participent aux agroclubs, c'est des profils d'agriculteurs qui sont prêts à s'engager, à aller dans ces démarches-là. Alors on a aussi une façon d'améliorer cet accompagnement-là. Par exemple, avec Cargill, il y a un partenariat spécifique qui a été mis en place. Cette année, les agriculteurs qui sont engagés dans la démarche Regen Connect avec Cargill bénéficient d'un financement pour leur adhésion aux agroclubs Agora. Donc voilà, ça crée de la cohérence entre l'accompagnement qu'on peut déployer chez Agora sur le terrain et la démarche filière qu'on souhaite structurer avec Cargill. Donc voilà, notre accompagnement interne et la démarche filière se rejoignent dans ce type de projet-là. Et donc voilà, c'est voilà, aussi une façon de cibler les agriculteurs qu'on peut emmener dans ces démarches-là. L'autre point important, c'est que pour mettre en place ces démarches-là, hein, comme j'ai pu essayer de l'expliquer, on a besoin d'avoir des données pour mettre en place des indicateurs. Et le fait d'avoir des données fiables, c'est aussi un critère important pour intégrer une démarche carbone ou une démarche agroécologique. Et donc, on privilégie aussi les adhérents qui ont une traçabilité complète. Pour aller dans ces démarches-là, on ne peut pas emmener un agriculteur s'il n'a pas une traçabilité complète et structurée, informatisée. C'est un critère de fiabilité pour les données qu'on va pouvoir donner à nos partenaires. Et c'est aussi un critère de temps et d'efficacité de pouvoir s'appuyer sur une traçabilité complète d'agriculteurs. Voilà, c'est aussi un élément important dans le ciblage des adhérents qu'on emmène sur ces démarches-là. Le message est passé. Tu as parlé de cohérence par rapport aux formations et au financement. Là, on a parlé pas mal du financement. Je me demandais, il n'y a pas que ça. Quels sont les co-bénéfices de tout ça, de s'intégrer dans cet écosystème? Qu'est-ce que ça nous apporte en plus que, entre guillemets, la carotte de la prime pour aborder la transition? Alors c'est vrai que pour les agriculteurs comme pour Agora, il n'y a pas qu'effectivement que la prime ou la rémunération qu'on va pouvoir aller chercher. Il y a plein d'autres intérêts, alors qu'on peut caractériser différemment. Il y a déjà tout l'aspect dynamique collective et échange. Ces démarches-là, c'est des occasions de rencontrer d'autres partenaires, des acteurs de la filière. Alors, il y a déjà les rencontres des agriculteurs entre eux, hein, pour générer des échanges entre les agriculteurs qui ne se connaissent pas et qui sont sur un objectif commun. C'est toujours très riche en partage et en partage d'expérience. Et puis ces démarches-là nous donnent aussi l'opportunité que les adhérents rencontrent directement des acteurs agro-industriels. Et c'est souvent très riche comme échange. Et ça apporte du sens à la fois à l'agriculteur, mais à nos interlocuteurs agro-industriels aussi. De pouvoir échanger directement sur ces objectifs-là. Donc ça, c'est un des premiers co-bénéfices qu'on a, de mettre en place ces démarches-là. Et voilà, ça nous apporte aussi des choses assez concrètes. On a souvent, ça nous arrive à plusieurs reprises d'avoir l'occasion d'accueillir des industriels de l'agroalimentaire sur le terrain. Donc des agriculteurs qui acceptent de recevoir ces personnes-là sur leur parcelle, sur leur exploitation, et ça donne des échanges techniques très riches. Et donc ça nous permet aussi de parler des démarches qui sont mises en place chez Agora. Ça nous permet aussi d'emmener des agriculteurs parfois sur des sites agro-industriels. On a pu emmener un groupe d'agriculteurs sur le site de Marconnel. Et donc les agriculteurs, ils voient où les productions qu'ils ont pu livrer chez Agora, que nous on livre à cette usine-là, sont utilisées. Donc ça crée vraiment l'ensemble de la filière et de la cohérence pour tout le monde. L'un des autres intérêts de ces démarches-là, c'est que on travaille l'agronomie, donc ça nous amène à des échanges techniques, à proposer des formations aux agriculteurs sur des thématiques agronomiques ou agro-environnementales.
On parlait de fertilité des sols en début. Voilà, c'est une thématique qu'on propose dans le cadre de ces démarches-là. On peut travailler aussi sur l'enjeu biodiversité. Ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos partenaires. Pour l'illustrer, donc par exemple, on a pu accompagner au travers d'une démarche grâce à Sol Vivant 15 projets de plantation de haies. Donc c'est des projets qui sont vraiment intéressants. Les agriculteurs qui portent ces projets-là sont vraiment fiers de leur projet. Il y a une satisfaction qui est importante sur l'accompagnement qu'ils ont pu avoir pour ce projet-là. Et voilà, donc on travaille aussi ces enjeux biodiversité au travers d'autres dispositifs qui viennent en parallèle des démarches carbone. Voilà, puis l'éco-bénéfice, on parle aussi, on regarde aussi ce qui se passe sur les problématiques d'érosion et de ruissellement, donc pour la protection de la ressource en eau. On suit aussi d'autres indicateurs comme l'IFT dans ces démarches-là. L'idée, c'est, quand on travaille les démarches carbone, de ne pas être que focus démarches carbone et de s'assurer que tous les compartiments environnementaux ils sont étudiés et qu'on ne déstabilise pas l'un pour améliorer l'autre, et de faire quelque chose de cohérent au niveau agro-environnemental. Très clair, oui, chez Agora, on est ambitieux, on essaie d'être cohérent, mais sans non plus vendre de rêves par rapport à tout ça. Et je me posais la question, si les industriels, on n'est pas visible pour eux, s'ils ne viennent pas nous voir, aujourd'hui, nos adhérents, ils n'auront pas accès à ces démarches. Et donc, chez Agora, on fait beaucoup de travaux d'expérimentation sur la transition agroécologique. Donc, on a dit pour la durabilité des exploitations. L'idée, c'est quand même d'être identifié comme un acteur pertinent. Nous, comment on se positionne parce que, est-ce que les industriels ont tendance à aller s'adresser à des plus grosses structures qu'Agora ou finalement, au même titre que l'agriculture française, Agora arrive à tirer son épingle du jeu sur les sujets? On a eu l'occasion d'accueillir à plusieurs reprises des équipes d'agro-industriels, parfois à l'échelle européenne, de grandes marques connues. Moi, je suis assez convaincue que les travaux qu'on mène chez Agora intéressent nos partenaires. On mène un certain nombre de travaux d'expérimentation agronomique. On accompagne les agriculteurs sur l'agriculture de conservation des sols au travers des agroclubs. On a su et on met en place des démarches carbone qui sont structurées. Voilà, on peut emmener nos partenaires chez des agriculteurs pour des visites d'exploitation. Je pense qu'on a des éléments et on intéresse les agro-industriels. Enfin, voilà, ce qu'on fait chez Agora, en tout cas, les intéresse, même si on n'est peut-être pas une des plus grosses coopératives. Mais ce qu'on fait les intéresse, ils viennent nous voir, donc c'est que ça les intéresse. Et cette capacité qu'on a à les emmener sur le terrain, à leur montrer des choses concrètes, c'est ce qu'il y a le plus parlant. En fait, quand un agriculteur explique son changement de pratique, son évolution, c'est ce qui est le plus illustrant et le plus efficace. Donc ces visites-là, elles nous permettent de valider cet intérêt qu'ont nos partenaires pour ce qu'on peut faire chez Agora. Voilà, et c'est très stimulant pour nous en fait de pouvoir recevoir les partenaires sur le terrain et de leur montrer ce qu'on fait, de leur expliquer ce qu'on fait. Voilà, ça nous permet de se remettre en question, de bien savoir expliquer ce qu'on fait aussi. Donc c'est intéressant. Et si on prend plus large, hors Agora, on a beaucoup parlé de collectifs, de partenariats. Pourquoi c'est aussi important en fait d'être en lien avec des partenaires pour co-construire ces démarches? Pourquoi on se dit pas chacun avance dans son coin et puis on vend les crédits carbone puis il roule? Là, on est vraiment dans une logique de lien. Ça sert à quoi? Alors, quand on échange soit avec les agriculteurs, soit avec les agro-industriels, en fait, on se rend compte que les attentes, elles sont pas forcément toujours les mêmes. La réalité d'une terrain, c'est une chose. Les objectifs d'un partenaire économique, c'en est d'autres. Et donc, si on veut pouvoir les mettre en relation, il faut qu'elles puissent se parler. Les industriels, ils arrivent parfois avec leur cahier des charges un peu spécifique. Et notre rôle, c'est aussi de leur montrer que sur le terrain, il y a des choses qui sont pas forcément cohérentes, qui peuvent pas se déployer. Et donc, de voir avec eux comment on peut faire évoluer
peut-être certains de leurs critères pour coller à la réalité du terrain. Donc cette co-construction, elle est importante pour répondre aux attentes de chacun. Et donc là, c'est là que la coopérative joue son rôle en fait pour créer ce lien entre les producteurs et les industriels, pour valoriser la manière dont les agriculteurs produisent. Voilà, on a des vrais atouts dans nos modes de production français. Il y a certains partenaires avec lesquels on travaille qui voilà, nous expliquent que ces démarches d'amélioration de leur bilan carbone et le travail avec la filière, ils l'ont mis en place en premier en France, puisque ils savent qu'en France, on peut s'appuyer sur des éléments de traçabilité, on peut s'appuyer sur des démarches construites avec des indicateurs, et que les pratiques de nos exploitations agricoles, elles sont aussi intéressante par rapport à ces objectifs-là. Donc on a une vraie carte à jouer. Il y a des vraies opportunités pour valoriser l'agriculture française dans les attentes des agro-industriels. Et donc toute cette complexité administrative, donc ça crée des contraintes mais aussi des opportunités. La coopérative, elle le vit au même titre que les exploitations. Si on se projette un peu en termes de formalisme, est-ce qu'il y a des choses à simplifier par rapport à tout ça ? Comme on l'a évoqué, nous ce qu'on cherche, c'est à bien valoriser les pratiques des agriculteurs. On s'appuie pour ça sur leurs données. Donc on a effectivement besoin d'avoir des outils de traçabilité dans ces démarches-là. C'est un vrai facteur de facilitation pour la mise en place des démarches. Donc simplifier le transfert des données, accélérer et fiabiliser les calculs des indicateurs et rendre tous ces échanges-là plus fluides. Et donc on construit les démarches pour essayer de valoriser au mieux la collecte de données et éviter des doubles saisies ou fait de redemander plusieurs fois le même document ou la même information à un agriculteur. Alors on a un exemple intéressant qu'on a réussi à mettre en place avec les démarches sol vivant. On fait le diagnostic sol vivant et avec ce seul diagnostic, donc le même diagnostic, on arrive à aller mobiliser des financements sur plusieurs cultures. Donc aujourd'hui il y avait la filière maïs, mais on va pouvoir aussi aller chercher des financements sur une filière colza et une filière betterave. Et donc on mutualise ce diagnostic avec plusieurs acteurs. Et donc on sollicite l'agriculteur une seule fois pour sa collecte de données et on peut utiliser ce diagnostic pour aller travailler avec plusieurs interlocuteurs. Donc voilà, c'est vraiment vers ce type d'amélioration des démarches qu'on veut aller pour simplifier leur mise en place auprès des agriculteurs et alléger cet aspect collecte de données un peu administratif qui est un peu lourd pour tout le monde. Oui, c'est des choses qu'on a évoquées dans le podcast sur les partenariats avec notamment Vincent Grégoire de Tereos. Si vous voulez l'écouter, je vous mettrai le lien en commentaire. Et donc par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, Célie, finalement, toi, comment tu perçois les attentes des agriculteurs vis-à-vis du carbone ? Alors, sur le terrain, il y a un réel intérêt pour ces démarches-là et une vraie écoute attentive du sujet. Les agriculteurs, ils sont très curieux de ce qu'on peut mettre en place et de ce qu'eux, ils pourraient mettre en place aussi sur les exploitations, sur ces sujets-là. Alors, on a besoin, je pense, de continuer à travailler sur notre lisibilité sur ces démarches-là. Il y a plusieurs démarches qui existent. Et l'écosystème des démarches carbone, il est vraiment très large. Le nombre d'interlocuteurs qu'on peut avoir sur ces sujets-là, il est vraiment très important. Il y a beaucoup d'acteurs différents et c'est parfois un peu difficile de s'y retrouver, de savoir vers qui se tourner. Je pense qu'on a aussi ce rôle à jouer sur le terrain pour aider les agriculteurs à y voir plus clair et savoir vers quelle démarche ils peuvent se tourner, avec quel type d'acteurs on peut travailler avec eux sur ces démarches-là. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à parler de nos démarches carbone pour les rendre plus compréhensibles, plus claires. Et puis on a vraiment pour ambition d'accompagner un maximum de nos adhérents qui sont intéressés par ces démarches-là. L'un des objectifs, c'est de continuer à structurer les démarches carbone dans le temps pour accompagner un maximum de nos agriculteurs. Mais voilà, tout ça va aussi se faire dans la durée. C'est malgré tout des sujets qui ne sont pas si vieux que ça et qu'il faut qu'on continue à structurer et à organiser.
Et justement, s'il y a des agriculteurs adhérents d'Agora qui nous écoutent aujourd'hui, comment ils font, eux, pour aller plus loin, si ça les intéresse? Alors, il faut pas qu'ils hésitent à en parler avec leurs techniciens, qui sont bien au courant de toutes ces démarches-là. Ils peuvent aussi me contacter directement. Je répondrai volontiers à leurs questions. Et puis, on pourra aussi en discuter lors de la prochaine plateforme d'essai. La visite aura lieu le 3 juin cette année. Donc voilà, on pourra échanger volontiers sur ce sujet-là à cette occasion-là. Et puis, s'il faut qu'on prévoie un stand carbone pour en parler, on le fera avec plaisir. Merci pour le teasing des estivales du 3 juin. Il y a toujours des questions un peu signature que je pose à toutes les personnes qui passent sur le podcast Demain de Bottes. Ça nous permet un peu de rentrer dans ton quotidien. Et justement, toi, tu as une mission qui est un peu particulière à la coopérative, qui est parfois abstraite. Je me demandais, qu'est-ce qui est sous-estimé aujourd'hui dans ton métier? Alors peut-être l'ouverture d'esprit et l'autonomie nécessaire pour pouvoir construire ces démarches-là et travailler sur ces sujets-là. Il faut parfois aller un peu à contre-courant de certaines critiques, savoir passer outre les a priori du type le carbone c'est du vent. Voilà, être convaincu de ce que l'on fait, ça c'est quelque chose d'important, voilà, pour pouvoir le porter, l'expliquer, l'amener sur le terrain et puis voilà, être force de proposition. Voilà, écouter ce que disent les agriculteurs, ça c'est très important aussi. Voilà, c'est pour construire cette démarche-là, mais être aussi ouvert à tout ce que peuvent nous amener d'autres partenaires, comme voilà, les chercheurs, les signaux du marché de nos partenaires. Voilà, et savoir écouter les critiques pour améliorer tout ce qu'on peut faire. Voilà, cette ouverture d'esprit, elle me semble importante dans cette démarche-là pour éviter l'immobilisme. On a besoin de tous continuer à évoluer. Aujourd'hui, les enjeux auxquels on est confrontés sont de plus en plus internationaux, beaucoup plus larges que peut-être on pouvait avoir avant. Donc voilà, il faut continuer à avoir cette ouverture d'esprit qui est nécessaire pour pousser ces démarches-là. Ça nous amène aussi à prendre du recul sur ce qu'on fait, à interagir avec d'autres secteurs, d'autres visions. Donc voilà, s'ouvrir à ce qui se passe autour de nous. Ça nous permet de renforcer la pertinence des démarches qu'on peut mettre en place. Très clair. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive le plus pour faire tout ça? Je dirais la partie agro, le contact terrain, l'échange avec les agriculteurs. Discuter avec un agriculteur sur l'évolution de ses pratiques, c'est vraiment ce que je trouve le plus intéressant. Voilà, j'aime bien faire des calculs d'indicateurs, mais voilà, aller sur le terrain, c'est ce qui me motive le plus chez Agora. Et le défi à venir, là, toi Alors, ce que j'aimerais beaucoup mettre en place, c'est une démarche carbone territorialisée, quelque chose qu'on pourrait imaginer avec un industriel local, où on intégrerait la question des pratiques agricoles, mais aussi une approche énergétique avec les acteurs locaux, avec un maillage local qui nous permettrait de répondre à des enjeux de territoire, avec des approches d'économie circulaire, pourquoi pas. Aujourd'hui, je pense qu'on ne travaille pas encore assez avec les collectivités locales, et c'est des choses qu'il faut qu'on travaille. Donc voilà, chez Agora, on est prêt à échanger sur ces sujets-là. Les élections municipales sont d'actualité, donc voilà, ça va peut-être nous amener des nouveaux interlocuteurs et des échanges à venir sur ces sujets-là. Ouais. Et aujourd'hui, si tu devais donner un conseil à un jeune qui s'intéresse soit au secteur agricole, ou aux démarches carbone, quel serait le conseil de Célie? Alors, je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre les itinéraires techniques, ce qui se passe dans les champs. C'est vraiment au cœur du sujet pour pouvoir bien en parler. Arriver à bien en parler, à caractériser les choses de façon cohérente. Donc voilà, bien comprendre ce qui se passe sur les itinéraires techniques, mais voilà, ça prend sur le terrain. Sur le tas, comme on dit. Sur le tas, ouais. Quelle idée reçue sur l'agriculture et sur ton métier aimerais-tu lever? Alors je dirais le côté pas moderne de l'agriculture. Alors pour moi, c'est une activité qui répond à plein de questions de société d'aujourd'hui et voilà, qui est clairement dans les enjeux d'actualité. Donc ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui te rend fier dans ton métier? Le fait de pouvoir expliquer aux gens qui connaissent pas l'agriculture ce qu'il peut y avoir autour d'eux ou autour de nous. Voilà, parler d'agriculture, voilà, c'est toujours plaisant. Et le dernier invité du podcast, à t'avoir posé une question, c'était Ludovic, donc chef de silo.
Je lui ai dit qu'il allait la poser à un agriculteur, mais il se trouve que là, dans l'enchaînement de notre podcast, c'est toi qui tombes après Ludovic. Donc c'est intéressant aussi de poser la question quand on ne sait pas vraiment qui va répondre. Et donc la question c'est aujourd'hui, comment imagine-t-on le devenir du grain après qu'il ait été livré dans le silo? Et comment peut-on faire ensemble pour augmenter la valeur ajoutée, que ce soit du champ jusqu'à presque l'assiette chez le client. Ludovic a précisé que c'est une question large, mais qui pour lui est très importante. Donc, pour résumer, c'est oui, comment peut-on augmenter la valeur ajoutée ensemble du grain jusqu'à l'assiette? C'est une bonne question, très intéressante, effectivement. Au travers d'une démarche carbone sur une filière, on peut aussi amener une approche biodiversité qui va valoriser encore plus l'itinéraire de production, l'itinéraire de l'agriculteur. Et c'est des éléments qui font que le client il va certainement être prêt à y mettre plus de valeur. Donc c'est une façon de mettre un peu plus de valeur ajoutée dans le grain qu'on produit, qu'on collecte, qu'on stocke et qu'on commercialise. Ensuite, peut-être qu'il a le côté filière un peu plus courte, avec l'ancrage territorial que je pouvais évoquer aussi, qui permettra à l'acheteur final de peut-être mieux identifier ce qu'il achète et de créer de la valeur au produit. Et de valoriser ce savoir-faire qu'on a dans nos silos sur la qualité du grain, peut-être notre capacité à utiliser moins d'énergie pour stocker, avoir du grain de qualité. Et en tout cas, valoriser tout le process de l'agriculteur chez Agora jusqu'à chez l'industriel pour donner plus de valeur ajoutée à ce qu'on peut livrer. Et est-ce que toi, de ton côté, tu as une question à poser à notre prochaine invité? Alors, moi, je me pose régulièrement la question de notre capacité à investir sur des sujets filières qu'on ne travaille pas du tout aujourd'hui. Alors, est-ce que ton futur invité imaginerait qu'on puisse construire une filière hors alimentaire autour de l'énergie ou de matériaux de construction? Est-ce qu'Agora aurait la capacité à réfléchir à ce type de nouvelles filières? Elle sera posée. Merci beaucoup Célie pour tout ce que tu nous as partagé et puis les clés de compréhension qu'on essaie d'apporter sur des sujets qui sont assez nouveaux comme le carbone. Est-ce que du coup par rapport à tout ce qu'on s'est dit, tu aurais un dernier message à transmettre à nos auditeurs qui sont arrivés au bout de cet épisode et qui peut-être te tiendraient à cœur? Alors je dirais, mettez vos bottes, allez faire un tour dans les champs. L'agriculture de nos territoires est passionnante. Dans le contexte un peu perturbé dans lequel on est, les exploitations agricoles du territoire Agora ont une belle capacité de résilience et d'adaptation. Et donc voilà, il faut rester optimiste pour la suite. Merci beaucoup Célie. Un grand merci à Célie qui, à travers cet échange, nous a aidé à comprendre les nuances des méthodes carbone, un sujet sur lequel on entend beaucoup de choses. Et donc, vous l'avez compris, les démarches carbone sont avant tout des outils, donc des outils parfois imparfaits, mais nécessaires pour objectiver les pratiques et pour dialoguer avec l'ensemble des acteurs de la filière tout en accompagnant les évolutions des systèmes agricoles. Ce qui ressort aussi clairement, c'est qu'il y a plusieurs démarche carbone et que le choix d'une méthode vis-à-vis de l'autre dépend toujours du contexte, des pratiques et des objectifs derrière la démarche. Chez Agora, nous, le parti est clair, c'était de choisir plusieurs démarches qui correspondent aux besoins variés de nos adhérents, mais tout en essayant de rester lisible dans les démarches qu'on leur propose et puis d'avancer pas à pas avec eux, avec un accompagnement collectif aussi vers la transition, pas que la démarche carbone mais aussi la formation. Donc tout ça sans confondre vitesse et précipitation. Si cet épisode vous a permis d'y voir plus clair et de nourrir vos discussions autour du vaste sujet du carbone, alors pour nous l'objectif est atteint. Un grand merci à Célie pour la transparence de ses réponses. Merci à vous pour votre écoute jusqu'au bout de l'épisode et nous vous disons à très vite dans Demain de Bottes.